Si l'on s'en tient à son parcours professionnel, la vie de M. André Pochon est un long fleuve limpide. Enfant de la campagne, il aime viscéralement sa terre, la terre, au point de choisir à 16 ans le brevet élémentaire en poche, le métier de paysan, malgré les pressions qui voudraient le voir poursuivre ses humanités. Le jeune homme est brillant, mais il est résolu. Ce sera la terre, et il lui restera fidèle jusqu'à la retraite. Il se veut dès lors investi d'une double mission: respecter et faire respecter la terre dans son intégrité, faire évoluer le monde de la campagne bretonne et lui redonner sa dignité. Alors le parcours professionnel se double d'un parcours militant de 50 ans dans de nombreuses associations et organismes divers qu'il crée ou qu'il anime. Je citerai, au risque d'en oublier, la JAC, le CETA, le contrôle d'études techniques agricoles, le CEDAPA, le Centre d'études pour le développement d'une agriculture durable, Vive Armor Nature, dont il assure aujourd'hui la vice-présidence. Sa présence ici ce soir prouve, s'il en est besoin, que la flamme brûle toujours. Au cours de cette vie militante, la lutte sera souvent rude contre la machine productiviste et ses dérives. Mais les idées et les arguments de M. Pochon, pragmatiques et scientifiques, il a travaillé en collaboration avec l'INRA, qui sont les fruits d'une expérience reconnue, ne cesseront d'alerter, d'informer, de proposer des solutions de bon sens aux problèmes économiques et environnementaux posés par une agriculture inconséquente. Articles, conférences, communications, publications se multiplieront en France, en Europe et dans le monde pour réveiller les consciences. Si j'en juge par la quantité d'articles qui paraissent quotidiennement dans nos journaux régionaux et nationaux, émanant de scientifiques, d'agriculteurs, de politiques locaux et nationaux, et même des ministres concernés, il semblerait que la prolifération et la nocivité des algues vertes ne soient plus contestées, et les causes clairement identifiées. Les décisions sont prises en aval, elles sont toujours attendues en amont. Il faut dire que l'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit d'un problème de santé publique, mais j'empiète sur votre terrain, M. Pochon, et je vous donne la parole. Alors, j'ai envie un peu de poser le problème en actualité. Vous savez que aujourd'hui, notre monde, tous, nous avons quelques défis à relever. Ah oui, on parle tous les jours de réchauffement climatique, on parle d'algues vertes, on parle de nitrates dans l'eau, on parle de pesticides, on parle des paysages qui s'en vont en volo, de désertification des campagnes. Eh bien, c'est vrai, tous ces problèmes-là sont là, devant nous même. Et j'oublie peut-être le plus important de tous, c'est la qualité de ce qu'on mange, notre alimentation. Contrairement à ce qu'on pensait, que tout était, aseptisé à l'américaine, on pouvait manger franc et massif, pas de problème, et on s'aperçoit que c'est pas du tout vrai, qu'on peut s'empoisonner en mangeant. Cheval, vous vous rappelez, poulet à la dioxine, les antibiotiques, les pesticides, voilà, ça fait la une de l'actualité. Eh bien, il va bien falloir qu'on relève ces défis. Et moi, je suis de tempérament optimiste, je pense qu'on peut résoudre les problèmes qui sont devant nous, si on a vraiment la volonté. Moi, je suis d'une génération, eh bien, à la fin de la guerre, vous croyez que c'était mieux? Fin de la guerre, tout le monde crevait de faim, il y avait des tickets d'alimentation, il y avait tout ça. Eh bien, ma génération, il a fallu relever ce défi, et puis remettre le pays en route. J'ai souvent en mémoire mon directeur d'école, un jour, il nous dit tout d'un bras comme ça, alors qu'on était là en train de dire qu'on avait des bras de laine et tout ça, il s'est écrit devant nous: mais mes pauvres enfants, nous sommes tous ruinés. C'était en 1945. C'est vrai. Et la France s'est reconstruite, s'est mis au boulot, et puis voilà.
Et après, il y a eu d'autres problèmes à résoudre. Vous vous rappelez, les guerres coloniales, la guerre d'Algérie. C'est pas le petit chantier non plus, ça. Hein? Et bien voilà, on en est sorti. Et je pense qu'on sortira aussi de nos problèmes actuels. Mais, si on veut sortir, résoudre des problèmes d'une alimentation saine, résoudre le problème de l'eau, des algues vertes, eh bien, on aura beau tourner autour du pot, ça ne se fera pas sans changer de modèle agricole. L'agriculture est à la base de ça. C'est à la base de notre alimentation, vous savez bien. L'agriculture et l'élevage. Quand on achète un beefsteak, il vient de chez le boucher du coin, ou de la grande surface. Mais le boucher s'est approvisionné chez une ferme, dans un atelier d'élevage. Et donc la façon dont l'animal est élevé, et ça a des répercussions directes sur le beefsteak. Quand vous achetez des fruits, des légumes, ben, ça vient de chez, bien sûr, le Carrefour ou ailleurs, mais ça prend sa source chez un maraîcher, c'est un producteur de fruits et légumes. Même une baguette de pain. Bien sûr, on l'achète chez le boulanger, mais elle est fabriquée avec du blé qui vient de chez un cultivateur. Et si le blé a reçu 10 ou 12 passages entre pulvérisateur et puis distributeur d'engrais, il en reste bien quelque chose dans la farine et donc dans le pain. Vous voyez? Facile à comprendre. Et en ce qui concerne l'environnement, il n'y a pas photo non plus, comme disent des jeunes. Hein. On sait bien que l'eau, par exemple, elle prend sa source, mais dans les champs. Et donc la façon dont on va cultiver nos champs, ça a une répercussion, cultiver nos champs et traiter nos cultures, ça a une répercussion directe sur l'eau. Facile à comprendre. Alors, la question clé, c'est de savoir si on peut avoir une agriculture, disons, productive, tout en respectant l'environnement et tout en assurant des produits de qualité. C'est ça la question. Absolument. Alors, moi, je suis venu pour vous dire oui, oui, et si je dis un oui aussi franc, comme disait le général, un oui franc et massif, eh c'est parce que je l'ai vécu dans ma propre exploitation, et puis j'ai quand même beaucoup de jeunes qui me suivent, environ 3000 sur le Grand Ouest, qui appliquent les méthodes de l'agriculture durable et qui prouvent tous les jours, comme on va le voir tout à l'heure, que, eh bien, non seulement ils protègent l'environnement, mais ils gagnent plus que les autres. Ils gagnent plus que l'agriculture conventionnelle. Pour mieux comprendre nos problèmes, puisqu'on a un petit peu de temps devant nous, j'aime bien voir d'où on est parti. Faire un petit retour historique sur le développement breton, agricole breton. Et je suis bien placé pour le faire, puisque je peux dire que j'ai été témoin et acteur en première ligne de tout le développement qui s'est produit depuis, disons, 50 ans. Dans notre chère région bretonne. Voilà. Et donc, moi, je n'ai pas un historien, c'est ce que j'ai vécu. Bien. Alors, pour reprendre les choses au départ, il faut savoir quand même, les plus anciens, mais il n'y a pas beaucoup de vieux dans la salle ici, hein, c'est le plus vieux, moi là-dedans. Les anciens se rappellent bien quand même que notre région était une région, il y a 50-60 ans, une région pauvre. Mon père, qui avait de l'humour, il disait, on est sous-développé. Oui, sous-développé. Sous-développé. Et, ben oui. Ben, je vais peut-être vous étonner, mais le retour des prisonniers, ça fait déjà un peu. Hein. Parce qu'en Allemagne, les fermes étaient bien plus modernes que chez nous. Ils avaient vu des étapes cimentées. Ils avaient vu quelques petits élevages de poules, industriels, tout ça. Et certains prisonniers ont commencé à appliquer chez eux petites choses, voilà. Exact.
Et si bien que quand je me suis installé à mon compte sur une petite exploitation à Saint-Mahieu, ben oui, quand on se marie, il faut bien trouver, aller où? Il y avait beaucoup de gens qui partaient en ville, mais nous on voulait rester. On avait trouvé une petite ferme, à 2 kilomètres de celle des parents, et une fois sur la ferme, tu fais ce que tu veux. Parce que vous savez bien, ceux qui ont été dans le rayon, quand on est aide familiale chez ses parents, c'est le père qui commande, hein, ou la mère. Mais si on veut bousculer les choses, c'est la guerre. On va dégager. Alors bon, on laisse faire quoi, et on attend notre heure, on se dit quand je serai chef d'exploitation, je ferai mon idée. Alors quand arrivé sur notre petite ferme, évidemment, on avait carte blanche pour mettre en application les grandes idées qu'on avait dans la tête. Et il s'est trouvé qu'on a eu une autre chance, c'est qu'en 1954, quand je me marie, qu'on s'installe, c'est aussi le démarrage en France des CETA. Tu l'as dit tout à l'heure, mais Centre d'études techniques agricoles. C'est une idée d'un dénommé Bernard Poulain, qui habitait en Seine-et-Oise, et qui a eu cette idée géniale de rassembler autour de lui une quinzaine de copains, paysans comme lui, et se réunir une fois tous les mois. Toujours dans une ferme, à tour de rôle. Pour mettre en commun tout ce qu'on avait fait dans le mois. Toutes les petites astuces, tous les petits progrès, mais tous les conneries aussi, les échecs. On apprend aussi des échecs. Voilà. Une coopérative d'idées, si vous voulez. À l'échelon local, mais à l'échelon départemental, parce que tout ça s'était fédéré à l'échelon départemental, et national, puisque tout ça s'était rassemblé à la Fédération nationale des CETA. Et on était en correspondance permanente. On envoyait tous nos comptes rendus de CETA à la Fédération nationale, qui avait une mine de documents incroyable. Et quand on voulait étudier un sujet précis, par exemple la culture du blé, eh ben, on écrivait, et puis ils nous envoyaient tous les rapports des autres CETA qui avaient été faits sur la question. Vous voyez? Oh, c'était fabuleux. Et donc moi, en 1954, je crée avec un copain, Albert Mahé, le CETA de Mur-Corlay. On avait le numéro 7 pour le département des Côtes-d'Armor et 960 pour la France. Mais 18 mois après, il y en aura 24 en Côtes-d'Armor. 24 CETA. C'est, moi j'appelle pas l'épopée des CETA. Et alors, autre chance, c'est que la jeune INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui a été créé à la Libération, eh bien, ces jeunes chercheurs sont très intéressés d'emblée par la formule des CETA et ils vont travailler en collaboration avec nous. Et donc, on a dans nos CETA les grands chercheurs qui viennent directement. Je peux vous dire, le grand René Dumont, vous avez entendu parler de lui. Oui, Eh bien, René Dumont est venu en personne, en Côte-d'Armor, dans nos CETA. Il fera d'ailleurs toute la tournée des CETA de France et de Navarre. Il écrira un livre qui s'appelle « Révolution dans les campagnes françaises ». C'est une révolution. Et c'était une révolution. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mon CETA de Corlay? On est 17, entre Mur et Corlay. On a pris soin de prendre des petits paysans. On ne voulait pas des gros riches déjà installés, ceux-là ne nous intéressent pas. Ils ont eu le derrière fait avant le pantalon fait avec le derrière, plutôt ça. Hein, et donc, si ceux-là réussissent, ça ne va pas bouger les choses beaucoup. On sait qu'ils sont riches d'avance. Mais si les petits gars réussissent à sortir du pétrin et aller de l'avant, eh bien, on aura un impact beaucoup plus grand. Et donc, on a trié nos gars, nos 17 gars, les petits gars, fermiers, 15-20 hectares. Moi, j'étais la plus petite, 9 hectares. Et puis voilà. Et on s'est mis immédiatement au travail. Une réunion tous les mois, à partir du 17 février.